Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au mieux de ta forme. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec Kevin Finel. Kevin Finel, il est thérapeute, formateur en hypnose. Il est fondateur de la principale académie d'hypnose ericksonienne en France, plus connue sous le nom de l'Arche. Il est également cofondateur de Psychonautes, qui est la première plateforme en ligne pour pratiquer l'auto-hypnose. C'est une plateforme qui permet notamment de travailler sur soi, de lâcher prise avec son quotidien, de vivre des expériences hypnotiques plutôt insolites. Et on va pouvoir parler de tout ça ensemble aujourd'hui avec Kevin. Salut Kevin. Bonjour, et ça fait très plaisir d'être avec toi pour ce podcast et d'évoquer tous ces sujets qui sont passionnants. Oui, en effet, écoute, sache que comme je te le disais avant d'enregistrer, c'est vraiment un honneur pour moi parce que j'ai dévoré pas mal de tes vidéos sur YouTube par rapport à l'hypnose. Je trouve que tu as vraiment une manière très pédagogue de partager tes enseignements sur l'hypnose et puis c'est assez bluffant en fait ce qui se passe avec l'hypnose pour avoir aussi moi-même expérimenté ça et quand on voit tes vidéos, ça donne envie. Maintenant, je sais que pour beaucoup de personnes, quand on dit hypnose, on pense hypnose de spectacle. On n'a Malheureusement. pas forcément conscience qu'on peut aussi pratiquer l'hypnose tout seul, chez soi, de manière complètement sécuritaire. Et je voulais justement, déjà, dans un premier temps, voir avec toi qu'est-ce que c'est que l'auto-hypnose, Mhm. qu'est-ce que ça peut nous apporter, et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette manière de pratiquer chez soi. C'est déjà une large question, il y a plein de choses à Ouais. dire là-dessus. C'est vrai que peut-être on peut commencer par ça, mais ce qu'on voit dans les spectacles, en fait, n'est pas de l'hypnose. C'était déjà une première chose qu'on peut dire. Ça porte le nom, mais au fond, ça n'a rien à voir avec ce qu'est vraiment l'hypnose. Ça donne une fausse image, malheureusement. Donc, ça pourrait presque être bien de remettre tout à zéro Mhm. et de se dire que Allons-y. si c'est ça qu'on connaît de l'hypnose, eh bien, en fait, il faudrait mettre un autre mot parce que ça ne correspond pas à la réalité. L'hypnose, c'est l'accompagnement d'une personne dans d'autres états de conscience. Euh, les états de conscience, on en a tous, hein, la veille, le sommeil, le fait d'être concentré, le fait d'être dans une rêverie, plein de choses qu'on vit de manière assez quotidienne. Et un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui apprend à manier les états de conscience et à bouger les états de conscience. Ce qui est une discipline qui est super intéressante, qui peut paraître un peu étrange dans notre société où c'est pas une question très importante, la question des états de conscience. Mais en fait, dans plein de sociétés, je crois qu'on est même une exception par rapport à ça, la Mhm. question des états de conscience est assez importante. Euh, il y aurait plein de choses à dire sur ça. Et c'est vrai que là encore, l'image un peu spectacle de l'hypnose donne l'impression que l'hypnose, c'est une sorte d'assujettissement d'une personne à une autre. Mais en fait, l'hypnose, c'est l'inverse. L'hypnose, c'est donner à quelqu'un la possibilité d'explorer son monde inconscient. C'est une pratique qui est plutôt tournée vers l'autonomie. On ne prend pas le contrôle de quelqu'un, on donne le contrôle à quelqu'un sur lui-même, en fait. Et du coup, il est possible de pratiquer ce qu'on appelle une auto-hypnose, c'est-à-dire d'apprendre à se guider dans d'autres états de conscience, dans des expériences intérieures. Et c'est assez fabuleux. Je pense que ce qu'on peut connaître qui s'en rapproche le plus, c'est la méditation. Il y a quand Mhm. même des différences, mais ça donne déjà une idée un peu de ce que ça peut être. Mais c'est vraiment une aventure à la découverte de soi-même, en fait, à la découverte de toute la partie immergée de soi-même. J'ai deux mots sur lesquels je rebondis tout de suite quand tu parles, c'est l'autonomie. C'est vraiment une valeur qui m'est extrêmement chère parce que mon but, c'est de rendre les gens autonomes justement pour retrouver leur pleine santé, reprendre leur pouvoir sur leur santé. Et pour moi, l'hypnose en fait partie parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, il y a d'autres choses à travailler. Et il y a autre chose que tu disais, c'était justement dans cette notion au-delà de l'autonomie, euh, justement, c'est l'état de conscience. L'état de conscience, comment est-ce que tu le définirais? Parce que je suis quasiment convaincue, justement parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Tu vois, dans les pays anglo-saxons, ça semble hyper, voilà, tout le monde, c'est assez clair pour tout le monde. En France, pas vraiment. Donc, comment tu définirais l'état de conscience ou ces états de conscience? Pour faire très simple, on va dire que dans notre enfance, on va se créer un fonctionnement subjectif. On va apprendre à se créer une manière d'être par rapport au monde. Hmm. Et ça va donner une sorte d'état avec toutes ses caractéristiques, ma façon de penser, ma façon de gérer mes émotions, ma façon de créer de l'abstraction, de l'imagination. Et cet état qui va commencer à se créer dans l'enfance et puis après dans l'adolescence, en fait, il va commencer à se figer. Et c'est ce qu'on va appeler être soi-même, en fait, en quelque sorte. Hmm. Il y a quand même des fluctuations dans cet état-là, parce que selon qu'on est en forme, fatigué, qu'on a bu 3-4 cafés ou un verre d'alcool ou des choses comme ça, notre état de conscience, il fluctue un peu. Hmm. Je prends l'exemple de l'alcool, parce que je crois que c'est une expérience que beaucoup de gens ont pu faire. Si quelqu'un boit un peu d'alcool, il va modifier quelque chose en lui, il va en fait modifier son état de conscience. Alors ça va peut-être l'amener à être plus volubile, peut-être rire sans forcément beaucoup de raisons, à perdre un petit peu la notion de l'espace et de son corps. Mais en même temps, normalement, sauf à vraiment abuser, on va rester à peu près nous-mêmes quand même. C'est-à-dire que une personne va se dire, ah, ben, j'ai un peu bu, donc
peut-être que j'ai pas les mêmes réflexes qu'à d'autres moments, peut-être que je vais me confier plus facilement, peut-être que je vais me désinhiber. Mais en fait, on a plein d'autres états de conscience qu'on connaît comme ça. Et notamment, par exemple, les artistes connaissent bien les états d'inspiration, qui sont des états de conscience très intéressants. Nous-mêmes, quand on est absorbé par quelque chose, par une lecture qu'on aime, par Mm. un film, une musique qui nous transporte, en fait, on vit des états de conscience déjà un peu modifiés. Mm. Et en général, on adore ça, en fait, parce que Tout c'est à même fait. une des plus belles expériences humaines qui existent, c'est de vivre d'autres états de conscience. Et je pense que si on va au cinéma, au théâtre, et que voir des concerts, etc., c'est justement parce que ça peut nous procurer une expérience d'état de conscience modifiée. Et c'est juste génial à vivre. Mais c'est vrai que dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. Du coup, à part l'expérience artistique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un autre état de conscience. Et même quand ils le vivent avec une expérience artistique, ils ne savent pas que c'est ça qu'ils vivent, en fait. On n'a pas de mots, on n'a pas de vocabulaire à mettre dessus. Mm. Il se trouve que modifier son état de conscience, au-delà du plaisir que ça amène, ça fait du bien aussi. Je vais prendre l'exemple de la méditation. Que des gens méditent, qu'ils aillent bien ou pas bien, hein, finalement, ça va leur faire du bien. Que si on fait méditer des dépressifs, ben, ça va mieux. Mais si on fait méditer des gens qui vont déjà bien, ça va encore mieux aussi. Ça fait du bien, en fait, de modifier son état de conscience. Et là où l'hypnose me semble être une discipline géniale, moi, c'est ce qui fait que ça m'intéresse, l'hypnose, c'est qu'en fait, l'hypnose, c'est vraiment la discipline qui s'intéresse à toutes les modifications d'état de conscience. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va chercher à recréer toutes les modifications d'état de conscience qu'on peut connaître humainement. Mm. Alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, évidemment, à créer, mais par exemple, quelqu'un qui se met en auto-hypnose pourrait très bien se recréer un état d'ébriété juste par suggestion. Ah ouais, génial. Définir un peu ce que c'est la suggestion, c'est pas que des mots, mais alors dit comme ça peut paraître anodin, sauf que bah, pour sevrer des gens, par exemple, de certaines addictions, c'est génial parce que quand tu as une personne qui est accro à une substance et que tu lui apprends à avoir les effets sans la substance, c'est un premier pas considérable pour qu'elle puisse se désaccoutumer de son accoutumance, de Mm. sa compulsion. Donc ça, c'est un exemple, mais au-delà de ça, en fait, l'expérience humaine, quand on l'amène vers d'autres états de conscience, elle devient extrêmement variée. On peut aller, j'en parlais tout à l'heure, trouver des états d'inspiration, des états de flow, des états où on va se dissocier, des états où on va reconnecter avec le corps. Il y a plein de choses à imaginer dans ces états-là. Mm. Et je pense qu'en fait, manier ça, c'est un outil de liberté qui est très important. C'est clair. En fait, là, quand tu le dis, je pense à plein de choses. Par exemple, moi, j'adore la musique. Je joue du handpan, je joue de la guitare, je veux me mettre au piano. Et c'est vrai que quand j'apprends quelque chose, j'en parlais avec des amis qui sont musiciens ici aussi, on se disait, mais on peut jouer des fois 7 heures d'affilée et on voit pas le truc passer. Tu es vraiment dans cet état de flow. Je sais pas si tu as vu le dessin animé Soul. Oui, bien sûr, oui. Voilà, tu vois, cet état de flow du musicien qui part, c'est tout à fait Ouais, ça, mais c'est exactement ça. Et en même c'est très... temps, on va le retrouver, je vais le retrouver des fois quand je lis des livres passionnants sur la nutrition. Alors, c'est un autre état, c'est moins méditatif, c'est plus de la concentration, mais ça reste un état de conscience. Je vais le retrouver quand je médite, évidemment. Et c'est vrai que dans les démarches plus spirituelles, je trouve aussi hyper intéressant d'aller pouvoir faciliter, on va dire, parfois un travail justement plus spirituel parce qu'on plonge plus rapidement dans un certain état de conscience grâce à l'hypnose. Et il y a un mot aussi qui du coup m'a parlé, qui peut-être va particulièrement intéresser nos auditeurs parce que c'est vrai que en général, je parle beaucoup nutrition. Tu parlais des compulsions, des personnes qui sont voilà, qui ont des compulsions par rapport à certaines substances. Et c'est vrai que moi, on me pose souvent la question des compulsions aussi alimentaires, des envies alimentaires ou de la difficulté à contrôler ou d'avoir tout simplement un mauvais rapport à l'alimentation. Comment l'hypnose peut aider? Et est-ce que l'auto-hypnose est aussi possible dans ces cas-là? Alors oui, il y a plein de choses aussi à dire là-dessus. J'en rebondis sur ce que tu disais sur le Ouais. côté spiritualité, méditation, etc. En fait, c'est une des constantes dans toutes les traditions qu'on peut étudier, présentes, anciennes, proches de nous, loin de nous. C'est par l'état de conscience modifié qu'une personne va avoir une expérience. Et qu'ensuite, ça passe par la prière, des mantras, que ça passe par la pratique je sais pas, de tambour chamanique. À chaque fois, en fait, il y a un modificateur d'état de conscience. Mm. Et, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, cet élément-là est peu étudié. Il est étudié depuis très peu de temps en psychologie. Mais le problème de la psychologie, c'est qu'elle a étudié surtout les dysfonctionnements. Donc, on a Oui. surtout étudié les problèmes d'état de conscience et non pas les intérêts des états de conscience. Elle est par contre un peu plus étudiée du côté des anthropologues qui se sont intéressés aux états de conscience modifiés dans plein de civilisations différentes et qui, Mm. là, ont essayé de mesurer les paramètres de la subjectivité qui changeaient dans différentes expériences. Et ça, c'est vraiment une chose qui est passionnante. Tout à fait. Et pour faire le lien avec ta question, en fait, alors oui, on peut vraiment travailler là-dessus en hypnose ou en auto-hypnose.
Parce que justement, en fait, dans notre état de conscience normal, on va être très souvent pris par une immense quantité de routines. Des routines qui sont tellement bien apprises qu'en fait, on ne peut plus interférer avec. Et typiquement, les compulsions, les addictions fonctionnent comme ça. Je fais quelque chose, et même les gens le disent souvent, c'est pas moi qui ai fait ça, ça s'est fait tout seul. J'ai grignoté, mais j'ai même pas conscience d'avoir grignoté. Je me suis mis à grignoter. Mm. J'avais besoin de sucre, c'était plus fort que moi, ça m'a dépassé, j'ai pas pu m'en empêcher. Et notamment sur tous les problèmes alimentaires, que ce soit le grignotage, les compulsions, les personnes qui se réveillent la nuit pour manger. Enfin, on pourrait énumérer plein de problèmes autour de ça. On a un fonctionnement qui est tellement ancré à un niveau inconscient qu'en fait, les gens se sentent presque dépossédés d'eux-mêmes. Et comme on n'est pas dans une société où on éduque les gens à ça, la seule réponse qu'on leur donne souvent, c'est il faut plus de volonté. Mm. C'est la pire des réponses qu'on peut donner parce que, un, ça fait culpabiliser les gens qui se disent non, C'est j'ai pas ça. de volonté. Deux, c'est de toute façon une fausse réponse parce que la volonté n'a aucun impact sur ça. La volonté est du domaine du conscient, alors que ces mécanismes sont du domaine de l'inconscient. Tout à fait. Et en fait, c'est juste ne pas utiliser le bon outil pour obtenir un résultat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en hypnose ou en auto-hypnose? On amène les gens à explorer leur fonctionnement inconscient pour qu'ils se rendent compte de ce qui se joue en eux, de l'histoire qu'il y a derrière leur comportement, de ce qu'ils ont mis en place, et on va les aider à venir modifier progressivement ce qui se passe en eux. Je dis progressivement parce que si on modifie brutalement, parfois, ça peut aussi créer des résistances. Donc, Mm. on va vraiment apprendre aux gens à comprendre, à détricoter, à transformer et à se créer des comportements qui sont en accord avec ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'aurais pu rebondir déjà 10 fois sur plein de trucs. Déjà, la première, c'est que je rebondis sur ce que tu disais au départ, sur cette notion que, enfin, au final, là, on s'est beaucoup intéressé au dysfonctionnement, tu vois, aux problèmes, à la psychiatrie, aux troubles, et non pas justement aux états de conscience qui sont, eux, parfois guérisseurs, parfois transformateurs. Pour les avoir expérimentés aussi, parce que je médite énormément et plus ça va, plus je développe la partie spirituelle. Je reviens d'une retraite chamanique, donc en termes de tambour et d'expansion de conscience, autant te dire que ça a été assez intense et merveilleux à la fois. Je me souviens aussi que j'avais son nom, j'ai oublié complètement son nom, mais c'est un anthropologue qui s'est intéressé justement à cette capacité qu'avaient les chamans, peu importe dans le monde, à avoir exactement les mêmes informations sur les vertus médicinales de certaines plantes, alors qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Mais c'est justement parce qu'ils arrivaient à avoir un certain état de conscience grâce à leur cérémonie chamanique, grâce à la prise de certaines plantes médicinales qui leur permettaient, voilà, hop, d'avoir tout d'un coup une espèce d'expansion, un certain état, et puis de communiquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le retrouve dans la nutrition, on le retrouve dans la santé aussi, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à la maladie et pas à l'aspect, qu'est-ce qui fait que ça peut bien fonctionner? Comment est-ce qu'on fait à rester en bonne santé? Et comment est-ce qu'on fait plutôt à optimiser notre santé plutôt qu'aller à la guérir? Et si j'insiste autant là-dessus, c'est tout simplement parce que parfois on se dit, bon, l'auto-hypnose, ça va bien. Mais en fait, n'attendez pas, j'ai envie de vous dire, qu'il y a un problème pour tester ce genre de pratique. Tout comme IG1, où j'ai des formations qui sont sur la nutrition préventive, n'attendons pas d'être malade pour nous soigner, parce que je sais ô combien c'est compliqué quand il y a un mal qui est installé, quand on est stressé, quand on est fatigué, et puis qu'on ne sait plus qui voir quand le mal est fait, alors qu'il y a des choses très simples. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi en hypnose. Mais en nutrition, il y a quand même des choses ultra basiques, simples, pas onéreuses, à faire régulièrement pour, franchement, bien stabiliser sa santé. Évidemment, tout n'est pas que sur la nutrition, mais quand même, c'est un gros coup de main. Je suppose qu'avec une routine régulière, moi je le vois avec la méditation, mais je suppose qu'avec des exercices simples d'auto-hypnose régulièrement, en termes de bien-être, aussi bien psychique que physique que comportemental peut-être, tu dois avoir des résultats incroyables, j'imagine. Ben oui, c'est vrai que, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Le problème de notre culture, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas centrée sur le préventif, elle est plutôt centrée sur le traitement. Mm, Surtout qu'en hypnose, on ne cherche pas à guérir, en plus, les gens, on cherche plutôt en fait à créer une sorte d'équilibre. tout à fait. Évidemment, ben, cet équilibre, il peut aider les gens, je pense, à moins souffrir après. Euh, Par exemple, quelqu'un qui apprend à gérer son stress au quotidien, il aura sans doute moins de problèmes dans la durée quand même, y compris dans son corps en fait, mais aussi dans ses réactions, dans ses émotions, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est une des choses que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est justement développer l'attrait de ces pratiques-là, même quand tout va très bien. Pour moi, il y a trois raisons de venir à l'auto-hypnose, ou à l'hypnose, hein, c'est un peu les mêmes choses. Il y a évidemment le côté thérapie, entre guillemets. Moi, ça a été mon premier métier, ça l'est encore, même si je fais d'autres choses aussi aujourd'hui, mais travailler des personnes qui sont en souffrance pour les aider à aller bien.
typiquement, des personnes qui vont avoir des compulsions, hein, par exemple, c'est une demande assez courante en hypnose. Mais en fait, c'est qu'une des trois voies d'entrée. Ça, il y a une deuxième voie d'entrée qui est plutôt le fait d'améliorer des choses Mm. en soi. Déjà, ça peut être super intéressant de se dire, tiens, j'ai des capacités, mais je peux aussi les faire grandir, je peux aussi les explorer. Il y a un côté salle de sport du mental ou de l'imagination avec l'hypnose. On va développer des capacités d'imagination, de cognition, pour prendre un exemple basique, on peut développer sa mémoire, sa concentration, sa créativité. C'est quand même assez génial. Génial, ouais. Il y a une troisième voie, moi, qui est celle qui me touche le plus, c'est la voie exploratoire. Euh, pour moi, en fait, être juste dans notre état de conscience ordinaire, ça serait comme ne jamais voyager de sa vie. Euh, je comparais ça à une métaphore de déplacement, mais on a souvent en plus ce vocabulaire de déplacement quand on dit j'étais parti loin Mm. ou j'étais ailleurs. On voit bien qu'on a une métaphore de déplacement pour parler de Tout ça. à fait, c'est vrai. Mhm. Et pour moi, il y a beaucoup de gens dans notre culture qui sont confinés dans un tout petit espace mental, en fait, juste parce qu'ils ne savent pas forcément qu'en fait on peut explorer au-delà de ça. Et, euh, et de la même façon que je trouverais très dommage une personne qui a vécu toute sa vie dans la même région, qui n'a jamais sorti, qui n'a jamais visité le monde et tout ça, je pense qu'on pourrait avoir la même façon d'appréhender ça au niveau des états de conscience. Il y a tellement d'états de conscience merveilleux à vivre, il y a tellement d'expériences bouleversantes, il y a tellement de choses incroyables à connaître à l'intérieur de soi, que cette voie d'exploration, ça me semble être la chose la plus passionnante qui soit. Mm. C'est juste, tu pourrais nous partager une expérience que tu as pu, toi, vivre, où tu t'es dit, ah ouais, ça peut faire ça aussi, l'hypnose? Ah, bah, alors il y en a plein, j'aurais du mal à choisir. Euh, écoute, c'est intéressant parce que, ouais, je peux peut-être prendre deux exemples. Un qui est quelque chose que je pratique beaucoup, c'est le rêve lucide. Je sais pas si tu connais un petit peu cette pratique-là. Je trouve que c'est quelque Oui, chose qui est merveilleux. Pour ouais, l'expliquer en deux mots, c'est ouais. rêver, mais reprendre conscience qu'on rêve dans le rêve et du coup se dire, bah, mon rêve est un terrain de jeu. Et au-delà de ça, même souvent, dans ces rêves, du coup, on peut faire quelque chose qui est très intéressant. On peut se contacter des parts de soi, on peut explorer, poser des questions à sa part inconsciente. Enfin, il y a plein de choses à faire dans tout ça. Moi, c'est une pratique que je vis quotidiennement, qui est vraiment quelque chose qui me plaît. En fait, j'aime beaucoup ça. Et malgré le fait que j'en fais quasiment toutes les nuits, je veux dire tous les jours, c'est plutôt la nuit, C'est dingue. c'est une source d'émerveillement qui est continue. Et je pense à ça parce il y a quelques jours, je réfléchissais à un projet et je me suis endormi en passant en rêve lucide. Et ce que je m'amuse à faire parfois dans les rêves lucides, j'ai un petit personnage imaginaire qui symbolise un peu mon inconscient. Et du coup, j'en fais un personnage avec lequel je peux dialoguer. Ça nous arrive dans les rêves de dialoguer avec un personnage imaginaire. Sauf que quand on rêve, on croit vraiment que le personnage existe. Mais là, dans un rêve lucide, on sait bien que c'est notre imagination. Mais il n'empêche que quand on parle à ce personnage, il nous répond. Et ça, c'est génial. Et je pensais ça parce que donc je faisais ça il y a quelques jours et c'était juste assez extraordinaire comment les questions que je me posais, ce personnage dans mon rêve me répondait des choses que je crois vraiment ne pas savoir en plus, Mm. ce qui est assez étonnant. Donc je me suis réveillé comme ça en plein milieu de la nuit à prendre vite des notes sur sur ce qui s'était passé dans ce dialogue avec Ouais, plein d'idées super intéressantes. Et tu vois, j'ai vécu plein de fois ça, mais ça reste à chaque fois surprenant. ouais. Et peut-être pour prendre un autre exemple, tu t'évoquais tout à l'heure la plateforme Psychonautes. Sur cette plateforme, on a des programmes exploratoires, on a aussi des programmes qui sont plus thérapeutiques. Mm. Et tous les mois, on tourne un programme. Il y a quelques jours, on tournait un programme sur une forme de thérapie qui s'appelle la thérapie des schémas, qui est une approche très récente et passionnante, où en fait, on invite les personnes à explorer comment il y a des parties de construction de leur identité dans l'enfance qui créent des compensations dans le présent. Je prends un exemple très simplifié. Imaginons un enfant à un moment donné qui a connu beaucoup de frustration dans sa petite enfance. Ça peut arriver, hein. Mhm. Souvent les adultes mettent des frustrations aux enfants, puis c'est aussi leur rôle. Mais parfois, un enfant va garder une colère à l'intérieur de lui. Des années plus tard, cette colère, elle peut s'exprimer par des procédés d'évitement, par des surréactions à certaines choses. Et à chaque fois qu'on tourne un thème, on se plonge à fond avec mon acolyte Bruno dans ces thèmes-là, on expérimente plein de choses et tout ça. Et moi, c'est le genre de thème, quelquefois, où quand je les aborde, je dis, bon, ok, j'ai déjà un peu fait le tour de ça quand même. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ben non, on n'a jamais fait le tour de ça. Il y a toujours un truc. Voilà, en allant explorer joyeusement, je dis, ah, quand même, il y a toujours des trucs quand même à travailler en soi. Et c'était génial et très émouvant d'avoir ces prises de conscience, en fait, et puis Mm. de mettre des mots sur des zones d'ombre qu'on peut avoir, sur des fonctionnements complexes qu'on peut avoir. Mm. Et je trouve que là aussi, c'est une source d'émerveillement assez continue.
Et de connaissance de soi aussi. Moi, je dis souvent, c'est tellement important de se connaître soi, comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont nos schémas, quelles sont ces ombres qui, pour moi, nos pardons, nos parts de frustration, nos privations, souvent, c'est encore une fois, on a, de par nos sociétés, notre éducation, on les pointe du doigt en disant, bouh, c'est à cause de ça, en fait. Alors que moi, je les vois tellement de manière positive aujourd'hui, que ce soit de par nos pratiques professionnelles, mais aussi personnelles, de me dire, mais c'est tellement des tremplins pour révéler des talents, des dons, des capacités, des choses à développer. Et je trouve que si l'auto-hypnose ou l'hypnose peut nous aider aussi à connecter à ça de manière encore plus ludique, encore plus rapide peut-être aussi, ben, allons-y gaiement, j'ai envie de te dire. Parce que ce que je voyais aussi dans Psychonautes, c'est que tu as 24 thèmes, tu as 3 catégories principales, tu me dis si je me trompe, hein. Mais il y avait le travail sur soi et le bien-être, donc tout ce qui est gestion du stress, des émotions, développement personnel, donc comme tu disais tout à l'heure, l'aspect concentration, mais aussi créativité, performance. Je pense pour les sportifs aussi, ça doit être un super truc. Et l'exploration de soi, là, autant te dire que je vais m'amuser. Je vois les animaux totems, régression dans les vies antérieures, entre autres, parce que bon, il y a quand même 24 thèmes. Et je suppose, est-ce que c'est quelque chose que comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des choses que tu rajoutes au fur et à mesure? Ou est-ce que tu as Ouais. ces 24 thèmes? Voilà, non, d'accord, c'est quelque chose Ah qui non, ça évolue en plus. grandit. Ouais, c'est génial. Le rêve qu'on a derrière, c'est tu vois, une sorte de Netflix de l'auto-hypnose avec C'est toutes génial. les possibilités. Et il se trouve qu'on rajoute un thème tous les mois et que le projet a 2 ans maintenant. Donc, il y a 24 thèmes. Mais Super, le mois prochain, il y en aura 25. Et super. ce que j'aime beaucoup moi, dans ce projet, c'était pendant très longtemps, je donnais des stages auto-hypnose. En fait, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet il y a assez En longtemps. effet, ouais. Et, Oui, je fais et la j'aimais- parenthèse. Je fais la parenthèse. Il est vrai que tu es aussi, en plus d'être thérapeute, formateur et cofondateur de Psychonautes, tu es aussi auteur du livre Auto-hypnose. Si, voilà, si ça vous intéresse, c'est publié aux éditions L'Originel, hein, c'est bien ça. ouais, ça c'était mon tout premier livre. Et c'est vrai que j'avais une petite frustration par rapport à ce livre et par rapport au stage que j'ai pu animer longtemps, c'est que souvent les gens lisent un livre et puis ils pratiquent quelques jours et puis ils passent à autre chose. Puis il y a le prochain livre et je trouve qu'aujourd'hui avec les applis, avec les plateformes, on a la possibilité d'avoir un univers à part entière, beaucoup plus riche au fond qu'un livre, parce que ben voilà, un livre, même s'il y a 300 pages, une fois qu'on les a terminés, on les a terminés, Mm. alors qu'une plateforme, on peut rajouter du contenu en permanence, rajouter des interviews, faire intervenir des gens et tout ça, c'est juste génial. C'est Et puis, vivant. C'est ouais, vivant. c'est vivant, et puis c'est jamais fini. Ouais, C'est vrai que, tu vois, là, dans Psychonautes, il y a l'équivalent, il faudrait un mois de stage pour faire tout ce qui est dedans, et puis les gens peuvent picorer, voir les thèmes qui leur plaisent. Et surtout, je voulais quelque chose qui soit complètement non dogmatique, c'est-à-dire se dire, on peut tout explorer, mais on va jamais dire aux gens c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu vois, t'évoquer les vies antérieures, il y a des gens qui croient que c'est vrai, il y a des gens qui pensent que c'est juste de l'imagination. Nous, en fait, on dit aux gens, on s'en fiche, vivons mm. l'expérience et on verra ce que ça fait. Et, Tellement euh, d'accord. et du coup, on a des gens qui viennent de plein de milieux différents, des personnes qui ont plein de croyances différentes et qui en plus sont complètement en dehors de l'idée de savoir, de prouver, de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est... on laisse complètement ce débat de côté. On dit aux gens, l'important c'est de vivre l'expérience, l'important c'est de tester des choses. Et au pire, c'est comme regarder un super film, tu vas vivre une expérience dans ton cerveau qui va être assez forte. Puis après, chacun met les croyances qu'il veut. Et je pense que c'est assez important parce que souvent, les pratiques type hypnose, il y a des gens qui vont mettre un prisme particulier dessus. Et je trouve que c'est toujours enfermant, finalement, parce que ce soit un prisme ou un autre, on ne sait jamais quelle est la vérité, c'est que des points de vue, tout ça. Tout Et à se fait. dire, on va prendre tous les points de vue, puis on va s'amuser avec, ça me semble important. Ouais, ça me parle tellement. C'est une démarche que j'ai aussi beaucoup, c'est de faire du lien entre toutes ces... Et puis d'expérimenter, en fait. C'est faire du lien entre toutes ces pratiques. Je peux que faire le parallèle avec ce que je connais moi et mon expertise, qui est la nutrition, où tu as des choses qui sont d'un point de vue très naturopathique, d'autres c'est un point de vue très scientifique ou très diététique ou très oriental aussi, parce que les médecines orientales nous apprennent beaucoup. Mais quand on commence à la fois expérimenter puis faire du lien entre tout ça, là, ça devient intéressant, sans jugement, sans dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, mais juste en testant. Et je trouve ça très chouette que tu aies aussi cette approche dans ce que tu proposes, en fait. Et supposons qu'aujourd'hui, une personne n'ait jamais fait d'hypnose, qu'elle en Mhm. ait peur, qu'elle en ait peur. Qu'est-ce que tu lui dirais, ne serait-ce que pour aller voir peut-être un hypnothérapeute ou pratiquer l'auto-hypnose? C'est-à-dire que je sais que parfois, les personnes me disent, moi, l'hypnose, ça me fait flipper. Ou alors, mais si je le fais tout seul chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai perdu confiance. Voilà, je sais qu'il y a des fois ce genre de questions. Donc, Oui. je te laisse répondre. Je pense que c'est souvent les grandes peurs sur l'hypnose, c'est la perte de contrôle.
Surtout, là encore, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'idée de tout contrôler. Donc évidemment, si on croit que l'hypnose, c'est la perte de contrôle, ça fait un peu peur. Il y a la peur de la manipulation, ça va un peu avec, mais c'est l'idée, mais qu'est-ce que va me dire l'hypnotiseur et s'il me dit un truc que je ne veux pas faire et tout ça. Alors déjà, il y a des mythes à casser là-dessus, parce que l'hypnose, c'est pas une perte de contrôle, c'est pas un sommeil, c'est pas un état passif, c'est un état actif. Et en fait, en hypnose, on est très lucide. Donc si on nous dit quelque chose qui ne va pas, on ne va pas le faire. Je dirais même que c'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un dans son état normal que dans un état hypnotique. Dans un état hypnotique, on a une très grande conscience de soi. Mm. Et on sait ce qui va pas, on sait ce qui va. En fait, il y a une très grande perception, même beaucoup plus détaillée du réel et de nos fonctionnements. Euh, Là où dans un état de conscience ordinaire, on a des enjeux émotionnels qui font que quelquefois on a des biais, etc., qui font que, tout simplement, hein, par exemple, si on met des gens dans leur état normal de conscience en face d'une publicité, et si on met des gens hypnotisés devant une publicité, bah, bizarrement, ils sont beaucoup moins sensibles en étant hypnotisés parce qu'ils voient bien la Pas suggestion vrai. venir et puis ils la laissent écouter si elle leur va pas. Mm. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer déjà. Mm. Après, je pense que l'auto-hypnose, c'est une super voie d'entrée. Quelqu'un qui a un peu peur d'aller voir un praticien, je peux comprendre, on peut avoir une première approche au début qui est justement de tester quelques petits exercices tout simples d'auto-hypnose. Sur la plateforme, on a fait un petit parcours qui s'appelle les bases, hein, tout simplement, avec des petits Ouais. exercices qui sont super simples, très courts, pour que les gens puissent vivre vraiment petit pas par petit pas des expériences, se rendre compte que c'est simple, que c'est plutôt amusant, et puis que c'est très accessible en fait. C'est assez facile les débuts en auto-hypnose. La maîtrise prend du temps, ça c'est comme tout, mais on peut très vite s'amuser, on peut très vite se faire plaisir. Pour moi, la seule limite de l'auto-hypnose, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler à un niveau purement thérapeutique lourd. C'est-à-dire, on peut travailler sur plein de choses en auto-hypnose, mais quelqu'un qui a un traumatisme, euh, il faut qu'il aille voir un professionnel tout simplement Mhm. parce que on ne s'improvise pas à travailler sur ses propres traumatismes. Ça Bien peut faire sûr. plus de mal que de bien. Donc, je pense qu'il faut juste jauger ça, se dire bah, avec l'auto-hypnose, je peux me faire du bien. Si j'ai un gros problème, par exemple un traumatisme, je peux faire un peu d'auto-hypnose, mais je vais quand même aller voir quelqu'un qui peut m'accompagner, hypnose Mm. ou autre, hein, à la limite, mais en tout cas quelqu'un qui est formé à ça. Euh, Maintenant, de toute façon, avec l'auto-hypnose, on peut se faire du bien. Donc, euh, voilà, même quelqu'un qui a un passé assez lourd ou des choses comme ça peut déjà travailler sur sa gestion du stress au présent. Il peut déjà Mm. travailler sur mieux s'endormir le soir, mieux récupérer de l'énergie, euh, voir où il y a des excès émotionnels, améliorer certaines fonctions, peut-être. Enfin, il y a déjà plein de choses à faire sans forcément. Et pour découvrir, c'est très bien en plus parce qu'on a la sensation de faire des progrès par soi-même, ce qui souvent amène quand même ouais, le plaisir d'avancer aussi, tout simplement. C'est ça. Ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'autonomie, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mélatonine pour aller dormir, tu vois. Il n'y a pas besoin parce que voilà, moi, je vais avoir le côté, le matin, tu peux prendre un petit déjeuner protéiné pour booster ta dopamine, etc., etc. Même dans l'approche du sucre. Là, je ne Mm. l'approfondis pas parce qu'il y a 3 podcasts sur le sucre, je les ai déjà saoulés avec tous ces sujets. Donc, il y a tout ce qu'il faut sur l'aspect nutritionnel de pourquoi on peut avoir des envies de sucre, etc. Mais après, c'est vrai que d'aller travailler sans quoi que ce soit, juste avec soi-même, en fait, Mm. grâce à l'auto-hypnose, je trouve ça super cool et ultra complémentaire. Et aussi, je suis aussi tout à fait d'accord. Et en ça, ça peut être bien de faire du lien sur le préventif, le bien-être, le soin à soi, la progression aussi, ou le travail personnel. Ben, on peut le faire chez soi, on peut le faire de manière autonome, parce que aussi c'est plus pratique et ça nous permet de le faire quotidiennement. Par contre, ce qui est sûr, c'est dès qu'il y a du curatif, là, on va consulter. Mais les deux ne sont pas, c'est pas l'un ou l'autre, selon moi. Moi, Exactement. j'invite souvent les personnes à dire, ben, vous pouvez vous former, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre, vous pouvez faire de l'auto-hypnose, là, en l'occurrence, mais vous pouvez aussi aller consulter et continuer le travail chez vous parce que vous allez avancer vachement plus vite. Et forcément, d'un point de vue aussi responsabilisation, Mm. il y a quelque chose d'important aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a un petit peu dépossédé de notre santé. On a donné ça à une élite, à des praticiens de santé, à des professionnels, à des médecins. Et pourtant, je trouve ça tellement dommage parce que ce qu'on nous apprend, même dans l'hypnose, parce que la preuve, tu l'expliques hyper simplement. On peut expliquer des théories très complexes de manière, en fin de compte, très simplifiée pour qu'elles soient accessibles à tous. Et puis ensuite, on peut se dire, OK, là, j'ai vraiment un problème de santé dont il m'est complètement impossible de trouver la cause parce que c'est trop compliqué pour moi, je vais consulter. Mais par Mm. contre, après, c'est à moi qu'il appartient d'entretenir ça, que ce soit avec une bonne hygiène de vie ou pourquoi pas la pratique, comme tu disais, de méditation, de séances d'auto-hypnose. Et donc, j'ai envie de dire, tant qu'à faire, vu qu'il n'y a rien à perdre, au contraire, tout à y gagner, tester, quoi.
tester, expérimenter. Et puis c'est vrai que dans ta plateforme, ce que j'avais vu aussi, c'était ça, c'était ce côté où on pouvait vraiment avoir un parcours initiatique en quelque sorte qui permet de découvrir sans aller dans des choses trop profondes, ne serait-ce que la gestion du stress. Je pense qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. Ouais, Donc, c'est pas mal de faire ça, oui, c'est déjà énorme. c'est ça. Je voudrais juste, avant qu'on termine cet épisode, qu'on revienne un tout petit peu sur l'aspect compulsion, parce qu'on en parlait précédemment. Je voulais peut-être approfondir un peu avec toi, parce que c'est quelque chose que nous, en tant que nutrithérapeute, naturopathe, c'est pas quelque chose qu'on explore, mais c'est plus cette partie, tu sais, des fois, conflit entre des parties intérieures, tu vois, entre le soi qui veut le côté santé et le soi qui veut le côté plus, ben, moi, je veux le plaisir immédiat. Alors, Mm. moi, c'est vrai que les compulsions alimentaires, je les explique aussi énormément par cette vision holistique que j'ai de la nutrition. C'est-à-dire que je dis toujours qu'on doit se nourrir sur tous les plans. C'est vraiment quelque chose qui m'est ultra cher. Et qu'à un moment donné, si on n'a pas l'amour avant tout de soi, mais qu'on est peut-être aussi en manque d'amour affectif, de toucher, qui est vital en tant qu'être humain, et on le sent aujourd'hui en période de Covid, que le toucher, ça nous manque, de serrer les gens dans les bras, Mm. ça nous manque. La vie sociale, la réussite professionnelle. Quand je dis réussite, c'est vraiment la sensation de se réaliser, de faire quelque chose qui nous plaît. La famille, les liens. Bon, bref, il y a tellement de choses, mais je parle aussi de la foi, de la spiritualité, de toutes ces choses-là. Pour moi, c'est des choses qui nous nourrissent également. Et je pense, je suis même convaincue que quand il y a compulsion alimentaire, il y a très certainement une partie de nous dans le sens holistique, qui n'est pas nourrie. Complètement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, j'entends souvent aussi parler de conflit intérieur entre ces deux parties de soi, Complètement, ouais. le petit ange et celui qui veut le plaisir immédiat. Toi, comment tu l'expliquerais? Ouais, on pourrait faire tout un thème là-dessus, tu sais, Mm. c'est Ah, j'imagine. il y a deux aspects qu'on travaille généralement, pas toujours, mais généralement quand il y a des problèmes de compulsion. Il y a celui dont tu parles, les conflits entre parties, on va en parler un petit peu. Et puis, il y a aussi la partie purement programmation de notre corps, avec tout ce Mm. qui va faire fonctionner le circuit de la récompense, par exemple, dans la compulsion. On peut en parler aussi un petit peu si tu veux, mais sur la théorie des parties, déjà, c'est une des choses qui a beaucoup fait avancer les pratiques de l'hypnose. C'est de comprendre qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait au siècle dernier, il n'y a pas juste une partie consciente et une partie inconsciente, il y a en nous plein de parties. On est des êtres multiples. Il y a un élément trompeur, c'est qu'on dit je et on pense qu'on dit je de la totalité de nous-mêmes. Et en Mm. fait, quand on dit je, en fait, on parle juste d'une partie de nous-mêmes et parfois d'une petite partie de nous-mêmes. Et je vais caricaturer un peu, mais tu vois la personne qui vient voir un thérapeute et qui dit voilà, moi je veux perdre du poids. Ben, un thérapeute bien formé, il entend bien que une partie de vous veut perdre du poids, mais moi j'aimerais m'intéresser à celle qui veut pas parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi elle veut pas. Tout à fait. Et souvent la demande d'une personne, c'est d'éradiquer la partie qui veut pas. C'est moi je veux perdre du poids. Il y a une partie qui veut pas. Eh ben je voudrais aidez-moi à l'enlever. L'étouffer. Mm. Voilà. Et en fait c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et ça c'est le problème justement des personnes qui vont quelquefois juste vouloir forcer les choses. C'est qu'en fait elles veulent annihiler une partie d'elles-mêmes. Et cette partie d'elle-même en même temps elle n'est pas là pour rien. Elle a des choses à dire, elle a des choses à apprendre. Et l'idée c'est d'aller faire négocier ces différentes parties de nous. C'est là et on revient sur ton idée d'holistique, c'est évidemment la personne est plus complexe que les comportements qu'elle voit. Et si j'ai une partie de moi qui veut pas avancer, qui retient, qui résiste, ben nous, ce qu'on va faire en hypnose, c'est lui donner la parole à cette partie, c'est aller la rencontrer. Et les gens, souvent, sont très émus de ce qu'ils voient à ce moment-là parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc en eux qu'ils ont toujours essayé d'ignorer, qu'ils ont toujours essayé de blâmer, de repousser, alors qu'en fait, cette partie, elle est très intéressante. Elle leur parle d'eux-mêmes, elle leur parle de leur fonctionnement, elle leur parle de leurs besoins, elle leur parle de leur déséquilibre. Et rien que cette prise de conscience de ça, il y a déjà plein de choses qui s'apaisent chez les gens. Parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en train de lutter contre quelque chose qui est bon. Et que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le résultat de ça que l'origine est mauvaise. Tout à fait. Et donc, c'est un gros travail d'exploration. On a fait tout un thème là-dessus sur la plateforme Psychonautes, je crois qu'il s'appelle le travail avec les différentes parties de soi, où notamment on demandait aux gens d'identifier les parties en conflit à l'intérieur. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout le monde a des parties en conflit à l'intérieur. Et d'une certaine façon, c'est positif parce que ça nous fait grandir. Ces conflits nous amènent à trouver des nouvelles solutions, à évoluer. Mais il y a des moments où ça crée des situations de tension qui sont sclérosées, qui nous bloquent. Et c'est là on peut travailler sur une sorte de négociation entre ces parties-là. Mm. Euh, Et D'autant que d'écoute du message aussi. Et d'écoute du message, ça, c'est j'ai envie ça. de dire. Ouais. Ouais. C'est presque une question de rééducation, quelque part. Souvent, en fait, quand une personne veut changer, il faut que je change. C'est comme une sorte d'injonction qu'elle se donne.
Et tu disais tout à l'heure, parfois il y a une partie qui dit juste, mais moi je veux être bien, en fait, et je veux pas du il faut, je rejette déjà le il faut. Mm. Et la partie rebelle en nous, elle a tendance à faire ça quelquefois. Et heureusement qu'elle est là quand même. Ça serait tellement triste si les gens pouvaient se contrôler parfaitement et être des robots. Donc justement, c'est se réinitier à sa complexité et apprendre à l'aimer aussi, cette complexité, parce elle est souvent belle. Et une fois qu'on sait la comprendre et l'utiliser, déjà, en général, on arrive à ce qu'on veut, mais peut-être d'une manière qui est plus douce et plus agréable. Si vraiment une personne a besoin de perdre du poids, ben, évidemment qu'elle va y arriver. Mais elle n'aura plus l'impression de lutter contre elle-même ou elle aura l'impression d'avoir gagné avec elle-même. Pour moi, c'est déjà un fonctionnement différent. Et sur le côté duré, en fait, ça va installer un comportement durable et non pas juste un comportement éphémère Tout à fait. qui va sauter au moindre problème. Et puis, il y a une autre chose aussi, et ça, c'est aussi un thème qu'on a évoqué sur la plateforme Psychonautes. Il y a tout un thème dessus qui est, justement, c'est un thème sur les compulsions où on apprend aux gens, dans des états de conscience modifiés, à explorer leur circuit de la récompense. En deux mots, le circuit de la récompense, c'est cette idée qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bien pour notre corps, il nous donne une petite décharge hormonale qui nous fait du bien. Mm. Par exemple, j'ai soif, je bois, eh bien, j'ai une récompense de mon corps qui me dit c'est bien. Et c'est ce qui fait qu'on a des bonnes pratiques pour nous. Sauf qu'il y a des choses qui dérèglent le système de récompense. C'est le cas, par exemple, des drogues. Hein. Beaucoup de drogues créent une telle récompense que la personne devient accro à la récompense. Et comme il n'y a rien d'autre qui la stimule autant, eh bien, elle va commencer à créer sa compulsion. Mais quand je parle de drogue, on oublie que bah, le café, le sucre et tout ça, ça a aussi ce côté-là. Clairement. On n'est pas censé entendre Le qu'être humain tabac. manger des sucres raffinés à haute dose qui créent des énormes récompenses pour le corps, donc ça fait du bien sur le coup. Mais après, il suffit qu'on associe ça en plus à combler un manque, qu'on associe ça à combler l'ennui, qu'on associe ça à gérer un stress, pour que le corps fasse oh, il y a un stress, bah, il me faut du sucre. Mm. Et donc, on a fait tout un parcours pour que les gens explorent ces mécanismes en eux et commencent à se libérer en fait de certains excès de leur réaction. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, notre part inconsciente, elle est parfaite. Elle est parfaite dans le sens où tout ce qu'elle fait est bien. Mais c'est comme si c'était un bateau sans capitaine, quelque part. Notre part inconsciente, on est censé quand même l'aider à prendre des décisions, à corriger, à apprendre. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vient faire dans ce genre de travail. Puis juste une chose pour terminer là-dessus, sur ce thème-là, on s'est amusé à faire un truc assez étrange, c'est qu'on a commencé par dire aux gens, vous allez vous créer une compulsion, volontairement. On va la créer de toutes pièces, pour que vous puissiez voir comment ça se crée, puis après on l'enlèvera évidemment. Et, Génial. euh, et on a eu des retours géniaux là-dessus, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait l'expérience, on a eu des retours assez incroyables, de gens qui au début disaient, bon, on crée une compulsion, et qui se sont rendus compte qu'au moment où la compulsion était plus seulement imaginaire, mais réelle, qu'en fait, ils avaient toutes les briques du puzzle, ils avaient toutes les pièces et qu'ils commençaient à comprendre comment ça fonctionnait à d'autres niveaux d'eux-mêmes. Et du coup, quand on enlevait la compulsion, après, évidemment, l'idée, c'était de comprendre comment on pouvait en enlever d'autres aussi. Et comment on peut en créer des bonnes ou pas? Ben oui, bien Parce sûr. que du coup, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Ah oui, mais complètement, il y a des C'est très ça très qui est bonnes génial. compulsions. Bah oui, Le mot est pas joli, donc c'est si on dit ça. des bonnes compulsions, ça peut faire un peu Disons des, bizarre. des bonnes habitudes, en fait, des bonnes routines, des bonnes habitudes. C'est ça le Parce que système. si tu arrives à associer, par exemple, je sais pas moi, une nourriture qui te fait du bien, parce que tu sais qu'elle te fait du bien physiquement, et même si c'est pas le truc que tu adores manger, mais que tu l'associes à un sentiment de bien-être fort, tu te crées un circuit de la récompense avec ça, et C'est ça. spontanément, tu vas aller vers quelque chose comme ça, et tu vas avoir des choix beaucoup plus faciles. Donc, Ouais, on peut évidemment se créer des super pratiques comme ça. super. Bah, écoute, Kevin, je te remercie infiniment. Je pense que ça nous a beaucoup éclairé, même moi aussi, sur l'hypnose et en particulier l'auto-hypnose. Si on veut tester tout ça, on va sur psychonaute.org, c'est bien ça? C'est ça, oui, ou sur l'appli qu'on peut télécharger sur téléphone, sur smartphone. Ou sur l'appli. Et en plus, il y a 7 jours gratuits d'essai. Ouais, Donc exactement. voilà, il y a pas d'engagement nécessaire. Vous pouvez déjà découvrir ça. Et franchement, je vous invite à le faire parce que pour expérimenter beaucoup de pratiques vraiment sur un point holistique, donc bien sûr, les soins physiques, c'est important, mais voilà, travailler sur le mental, sur l'émotionnel, c'est tout aussi important. Et je pense que l'hypnose, surtout l'auto-hypnose, comme tu la présentes, est vraiment un outil ultra complémentaire. Et je sais que j'ai beaucoup de mes académiciens, de mes élèves aussi qui écoutent ce podcast et je suis sûre qu'ils vont adorer ta plateforme. Parce que moi aussi, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ta plateforme. Donc, merci pour tes éclaircissements, Kevin. Est-ce que si on veut te retrouver, c'est Psychonautes, est-ce que tu as un compte Instagram que tu souhaites communiquer ou peut-être un autre site que tu souhaites communiquer?
Il y a Psychonautes, il y a mon compte Instagram sur lequel je propose quasiment tous les mercredis matins une petite expérience d'auto-hypnose en direct pour ceux qui veulent. Donc, Génial. vous pouvez regarder dessus et puis je les laisse toujours en replay 2, 3 jours après pour que les gens puissent les revoir. Donc, c'est Super. une façon aussi de découvrir, de tester quelque chose. Puis c'est assez joyeux, à chaque fois c'est sur des thèmes plutôt sympas. À quelle Euh, heure? C'est à quelle heure le mercredi matin? c'est à 8 heures. À 8h. 8h heure française. Voilà, l'expérience, elle dure 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, bah, j'échange avec les gens qui ont des questions. Mais Génial. ça peut bien commencer la journée. Mm. Super. Eh bien, écoute, et ton compte Instagram, tu peux nous le redire? Kevin Pinel. Ça peut être Kevin Pinel, Psychonaute, je crois, mais Très bien. avec ça, tu le trouves. Ouais, de toute façon, je remettrai le lien vers ton site et je remettrai le lien vers ton compte Instagram aussi en descriptif du podcast. Merci beaucoup. Mes chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à noter aussi le podcast au mieux de ta forme. Vous savez que c'est la meilleure manière de faire connaître ce podcast et puis de promouvoir les invités qui vous plaisent aussi. Kevin, je te remercie infiniment pour ton temps et pour tous tes enseignements, tous tes partages. C'était ultra inspirant. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera parce que je pense qu'il y a des belles synergies à faire avec ce que tu proposes aussi et puis ce que je fais au sein de mon académie. Et ça sera avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.